merci de vos témoignages très forts, porteurs d'espoir et en même temps de combat. Moi, je suis là au nom de la Ligue des droits de l'homme. Je pense que ce qui vient de singulier dans votre mouvement, votre espace-là, c'est cette unité avec l'ensemble des forces progressistes présentes sur le territoire. Donc la Ligue des droits de l'homme que je représente ici a été dès le départ solidaire avec le mouvement. On est bien solidaire à côté d'un mouvement social, mais c'est difficile pour les grandes organisations d'être dans la solidarité sans limite. Il y a eu des débats à la Ligue, je vous dis, parce que c'est ça aussi la démocratie, en certain nombre, non pas au niveau girondin et au niveau bordelais, mais au niveau national, il y a eu un débat au niveau de la Ligue de savoir jusqu'où la Ligue pouvait soutenir et en même temps pouvait cautionner une certaine violence qu'il y a pu avoir dans certaines manifestations. Donc la question de la violence, qui était dans les manifestations que nous avons dénoncées, et c'était notre droit de justice, la violence policière avec l'Observatoire, mais il y a eu au niveau de la Ligue, au niveau national, je crois qu'il faut aussi que le débat puisse avoir lieu et que vous ayez ses retours, une réticence à cautionner une certaine violence qui a pu avoir lieu dans certaines manifestations. Donc ça ne nous a pas empêché, nous ici, au niveau girondin, au niveau bordelais, d'être à vos côtés, de soutenir à travers l'Observatoire avec les rapports sur la violence policière, mais ça a fait débat dans les organisations et votre mouvement a également interpellé fondamentalement le fonctionnement de nos propres organisations. Je voulais ajouter un petit mot juste pour compléter Patrick sur la peur des gouvernants. Il se trouve que j'ai vécu pendant longues années en Égypte, donc j'y retourne régulièrement. Juste après Saint-Nazaire, je suis retourné en Égypte de Sissi, du général Sissi, qui est pire que Moubarak, le dictateur rétentionnaire. Il avait fait retirer de tous les magasins marchands vendant des habits de travail, il avait fait retirer tous les gilets jaunes. Et il fallait, pour qu'une entreprise puisse acheter des gilets jaunes pour ses ouvriers, passer par les mourabarats, c'est-à-dire les indiques, pour pouvoir avoir de l'autorisation. C'est vous dire quand même comment ces tyrans qui sont capables, là en ce moment il y a 60 000 prisonniers politiques dans les geôles de Sissi, et un bout de tissu jaune, un symbole comme ça de la force d'un mouvement, ça peut les effrayer. Il y a une question ici. Ici, alors. Ouais. C'est bon. Oui. Bonjour, je tiens à parler dans la main, excusez-moi encore. Je voulais juste revenir sur une chose par rapport aux convergences et par rapport au fait qu'on soit toujours là. Je pense que ce mouvement, enfin en tout cas le groupement, parce qu'on était vraiment extrêmement nombreux, et tu l'as bien souligné, transgénérationnel, du tissu social, enfin voilà, on était vraiment extrêmement mélangés. Mais je crois que c'est un mouvement, mine de rien, qui a à la fois été explosé et a implosé. Nous sommes détruits, nous-mêmes, par justement ces faits de partisanerie ou de segmentation, de se mettre dans des cases à l'intérieur du mouvement. Et ça, c'est une réalité. Et par rapport à la date, justement, je dis, on a évolué, notamment avec les gens qui restaient. À cette date, donc à Saint-Nazaire, c'était la deuxième, où effectivement il y a eu des incursions de militants qui ont essayé de modifier ce qui avait été fait démocratiquement. On a évolué à Monceau, à Toulouse, on a eu un appel qui a été validé à 700 personnes en moins d'une minute, parce qu'on avait changé de méthodologie. Et il n'a pas du tout été discuté, parce qu'il n'y avait aucune incursion. Mais vraiment, ce mouvement, si on doit nous réfléchir sur nous-mêmes et évoluer, on s'est aussi imposé nous-mêmes.
en faisant le ménage à l'intérieur des groupes, sur les ronds-points, dans les manifs, en essayant toujours de faire le ménage. Voilà. Très bien. Moi, je voudrais juste dire un mot. Je ne connaissais pas les Gilets jaunes avant de venir au colloque. Voilà, je connaissais pas. Je n'avais pas approfondi les connaissances. Moi, je trouve qu'il y a un point commun entre le mouvement des Gilets jaunes et les autres mouvements ou révoltes qui ont marqué notre histoire. C'est la notion de plaisir. Et je pense que c'est ça qui fait extrêmement peur au pouvoir. Parce que quand on prend du plaisir, on ne dépend plus de personne. Voilà, je fais référence à Kessel, mais bon, voilà, je voulais vous dire ça, parce que c'est ce que j'ai entendu en fin de journée hier, ça revient là, et je pense que c'est une dimension très importante. Voilà, merci. Merci. Moi, je voudrais aussi appuyer sur un truc qu'on a tendance à oublier par rapport au mouvement des Gilets jaunes, c'est que c'est devenu, c'est parti de la France, mais c'est devenu une révolte mondiale. Et surtout, on parle de conscience collective, ou d'intelligence collective des Gilets jaunes, mais j'ai plus envie de parler de politisation collective, un mouvement qui arrive à remettre en question le système et qui arrête de traiter les symptômes du système. C'est quelque chose de rare. Un mouvement qui s'intéresse à des réformes institutionnelles pour introduire des modes d'intervention directe dans la politique, comme par le biais du RIC, c'est du jamais vu. Et je pense que c'est important de rester sur cet esprit d'ouverture. Par exemple, lorsqu'on parle de problèmes économiques, les Gilets jaunes ont posé sur la table le pouvoir de création monétaire, la domination des banques, de ces dettes, qui crée l'inflation qui est une conséquence en fait, de la création monétaire, ce n'est pas un tour de passe-passe. Le chômage, que l'on parle souvent, pareil, ça c'est dû au système de création monétaire. Et il y a même une clause dans les. Excusez-moi, je tremble, il y a même une clause dans les traités européens qui sont un bloc de conventionnalité qui s'appelle NERU, Non-Accelerated Inflation of Employment, qui est en fait le taux naturel de chômage pour éviter de faire monter l'inflation. Donc le chômage aussi, c'est une conséquence. Ce que j'ai trouvé vraiment de magnifique chez les Gilets jaunes, et c'est cet esprit d'ouverture, remettre en question le système, mettre en place des leviers d'intervention parce qu'on n'a plus confiance aux représentants. On peut très bien avoir des représentants dans une démocratie à 67 millions, le faire directement, c'est pas possible, on en est conscient, mais si la souveraineté du peuple est au-dessus de tout, au plus haut de la hiérarchie des normes juridiques, la maîtrise du bloc constitutionnel en tout temps de manière autonome, on peut avoir des représentants vertueux et on peut mettre en place de nouvelles choses. Je pense aussi que c'est important de dissocier ces réformes qui sont institutionnelles, qui sont constitutionnelles, des demandes de pouvoir d'achat, de mise en place du vote blanc, parce qu'une fois qu'on a la maîtrise de la Constitution, de manière équitable, tout le monde peut faire des propositions de modification constitutionnelle, avec bien sûr des médias impartiaux qui nous éclairent sur le débat, qui nous permet de progresser, on pourra progresser tous ensemble. Les Gilets jaunes ont aussi mis le doigt sur les manipulations médiatiques. Et on parlait souvent du quatrième pouvoir. On pourrait même dire que dans une démocratie, les médias sont le premier pouvoir, parce que c'est eux qui soit éclairent la citoyenneté, soit qui fabriquent l'opinion publique, et ce sont des choses importantes. Il ne faut pas désespérer en disant le mouvement est mort. Pour moi, c'est une bascule. J'espère qu'on va tous grandir ensemble et apprendre de ces erreurs, de ces clivages qui nous ont fait imploser aussi de l'intérieur, qui nous ont réduit notre prisme de lecture sur les problèmes systémiques, en repensant vraiment le système ensemble et en faisant peuple. Oui, je voulais faire une petite remarque. Je
je veux dire, le mouvement n'est pas mort. Hein. Il est loin d'être mort. Il est en sommeil, hein, mais il est loin d'être mort. Là, il suffirait d'une étincelle pour voir tout le monde dans la rue. Et on ne nous voit pas, mais je peux vous dire qu'autour, je suis sûr que c'est pas sortir. Bonjour, merci beaucoup pour vos interventions. En tout cas, pour moi, soulève beaucoup d'émotions. Vraiment, c'est très fort de vous écouter. Moi, ce que je voudrais aujourd'hui interroger, c'est le slogan qu'on a vu sur les photos « Fin du monde, même combat ». Je pense que c'est un slogan qui, a priori, pourrait porter une convergence entre le mouvement social et le mouvement écolo. Mais en fait, ça ne me semble pas du tout aller de soi. Et je pense que, en tout cas, de ce que j'ai vu au départ, il me semble que justement les mouvements écolos étaient plutôt en retrait au départ par rapport aux Gilets jaunes, en tout cas les partis politiques, qui avaient plutôt dissuadé les militants d'aller marcher avec vous. Et je pense que ça va vraiment pas de soi. C'est un slogan, mais il y a encore beaucoup de choses à faire, il me semble. Je passe mon micro et... Je peux juste prendre une petite minute pour répondre. Effectivement, avec les mouvements écologiques, on a eu des couacs. On n'a pas forcément été acceptés tout de suite. Par contre, je vais juste faire une nuance, c'est qu'en fait, chaque citoyen est concerné par l'écologie, qu'il ait un gilet jaune ou pas sur le dos. Pour toute la convergence avec l'écologie, elle était évidente à la base, en étant citoyen simplement. Après, effectivement, les institutions politiques et ces grosses institutions ont eu du mal avec nous. Mais dans l'autre sens, ça n'a pas été le cas en tout cas. Oui, je vais juste reprendre ce que je disais hier là-dessus. C'est-à-dire qu'on a observé très vite sur les réseaux sociaux que cette opposition, qui était réelle au tout début du mouvement, est très vite passée à autre chose. C'est-à-dire que sur Facebook, par exemple, en quelques semaines, l'opposition fin du mois, fin du monde était tombée. C'est-à-dire que ça a été en fait une exploitation politique et médiatique pour tenter d'opposer deux populations, une population, je veux dire, de fin du mois. Je citais un certain nombre d'articles assez caricaturaux hier là-dessus sur les gilets jaunes qui s'en font le diesel, la fin de mois difficile et le rouge qui tâche. Et avec la fin du monde, donc toutes les marches pour le climat, etc. Et en fait, il n'a pas fallu plus de quelques semaines pour que les deux mouvements convergent, c'est-à-dire uniquement parce qu'à l'origine, ils ont identifié un adversaire commun qui était ce gouvernement et ce président qui avait des doubles discours là-dessus, et qui n'ont pas voulu se laisser enfermer dans cette opposition totalement artificielle pour une partie du mouvement. Et donc on a dû récupérer le même slogan, fin du monde, même responsable, même coupable, assez vite, d'abord dans les manifestations gilets jaunes, et ensuite dans les marches pour le climat. Alors avec sans doute un certain nombre de négociations et de discussions qui ont pu avoir lieu, mais à l'arrivée, c'est quelque chose qui reste encore. Il y a encore des journalistes qui me renvoient cette formule-là, dont je dis toujours qu'elle est tellement belle que j'aurais aimé la trouver moi-même. Le seul problème, c'est qu'elle était fausse quasiment dès le début du mouvement. Et dans le même ordre d'esprit, on avait aussi la banderole étudiants gilets jaunes, même combat aussi. Parce qu'effectivement, comme tu le rappelles si bien, en fait, l'ensemble des luttes, c'est contre ce gouvernement. Voilà. Donc on a le même adversaire. Oui, je voulais rebondir un peu sur ce qu'a dit Benoît, qui est parti maintenant, et je crois que c'est très juste. Alors aujourd'hui, on peut célébrer effectivement, par raison, les 2 ans. Les 4 ans, pardon, il faut commémorer ça, c'est une date importante. Et pourquoi c'est important? Pour ce qu'il a dit, c'est un mouvement extrêmement profond et qui a allié et qui a inventé dans le courant de sa lutte l'alliage entre le politique et le social. C'est quelque chose d'extrêmement fort, comme l'a fait la Révolution française, comme l'a fait la Résistance. Et moi, je suis touché par cette espèce de fil invisible que vous ne connaissez pas d'ailleurs.
2003, des anciens résistants qui sont tous morts maintenant, je crois qu'ils étaient une quinzaine à l'époque, lancent un appel à la jeunesse face à la destruction du monde qu'ils ont construit en 1944. Il faut sortir de la résistance, grâce aux conquêtes du Conseil national de la résistance, que piétine notre président aujourd'hui en appelant CNR son espèce d'institution bidon. Et donc, il lance un appel où il rappelle les grands combats et les grandes conquêtes qui touchaient les médias, l'indépendance des médias, qui visait à réinventer une démocratie véritable, et non pas la reprise de la Troisième République. Et donc, moi je suis frappé par le fait que ce mouvement qui est né d'une indignation sociale, très très vite, est allé sur le terrain politique et sur la revendication d'une réinvention de la démocratie. Et je crois que ça, non seulement ça a inquiété profondément le gouvernement, mais ça a percuté tous les acteurs de la vie sociale et politique du pays. Bon, moi j'étais à l'époque co-secrétaire de la FSU, on en reparlera cet après-midi dans un atelier sur convergence, syndicat, gilets jaunes, mais je peux vous dire que le syndicalisme a été profondément percuté et durablement percuté par ce mouvement. Les partis politiques aussi. Et pour finir, et pas être trop long, Sylvie parlait des gilets jaunes interdits dans les gîtes de Sissi. Je pense qu'il faut qu'on ait conscience qu'en Europe, au moins, et apparemment ça déborde de l'Europe, la France est regardée par les peuples voisins, par les gouvernements voisins aussi, mais par les peuples voisins. C'est-à-dire qu'on a eu une capacité de résistance, en 1995 notamment, Juppé a été obligé de reculer, et on est un des seuls pays à avoir eu cette capacité de résistance. Et donc, je crois que les graines, comme tu as dit, ont semé les gilets jaunes, et les étincelles qui peuvent mettre le feu à la plaine dans les semaines et les mois qui viennent, c'est des choses très importantes pour l'histoire de notre continent aussi. Juste avant. Oui. Alors. On s'arrête là parce que vraiment, sinon on risque de trop prendre de retard. On profite de la pause. Juste une précision. Vraiment, il faut être diplômé. Magali, attends, je vais donner la parole. Magali, donc on inscrit, il y a toi, Rémi et Pierre, voilà, et juste une précision pour sinon, on fait 7 minutes de pause. Non, mais juste une précision, parce que visiblement, je n'ai pas été très claire tout à l'heure. Je n'ai jamais dit que ce mouvement était mort. Je ne le pense pas. Je dis juste qu'il a été réduit à force de menaces. Donc, il n'y a pas de problème. Non, mais il y a justement une précision qu'elle voulait faire pour c'est important, effectivement. Alors. Je demande aux interventions d'être très brèves si ce ne sont pas des questions. Privilégiez les questions, s'il vous plaît. Pour ma part, c'est une question. Parfait. Je vois vraiment l'intérêt de ce que vous avez dit. Comment vous voyez les questions d'organisation par rapport à ça, avec un double écueil de mon point de vue, dans ce que j'ai entendu dans votre témoignage. Premier écueil, c'est une certaine méfiance vis-à-vis de l'organisation, parce que la récupération, ça existe, vous nous en avez donné quelques exemples. Deuxième écueil, inverse, c'est que si on n'est pas organisé dans la continuité, il y a des moments, on va dire, de choses qui peuvent durer, parce que ça a duré quand même un certain temps, mais il y a des moments de sommeil. Il y a la lassitude, il y a le combat idéologique en face de nous, des gens qui ne veulent pas nous faire des cadeaux, qui nous isolent, qui nous montrent du doigt, qui nous laissent à la main, etc. Et donc, ma question, à laquelle le colloque essaye de répondre, mais sur laquelle je pense qu'il va falloir qu'on continue à se poser, c'est cette dialectique sur comment on s'organise dans la durée, comment on fait face aux difficultés, puisqu'il a été question de la Révolution française, comment on échappe à Thermidor, comment on échappe aux gens qui récupèrent ou aux chefs qui existent, puisque je les avais croisés, des gens qui sont en main de tout. Voilà ma question. Juste, je
vais vous dire, comme là vraiment on est en train de déborder, je pense qu'il y aura juste une réponse à cette question et qu'on discutera informellement pendant la pause. Je suis désolée pour... voilà, je dois faire la maîtresse du temps. Je voulais juste dire que la démocratie, c'est un combat de tous les instants. Et donc, à la date de Saint-Nazaire, dont je parlais tout à l'heure, le premier débat, ça a été de parler de la légitimité de cet ADA. En quoi une assemblée des assemblées peut-elle produire des textes qui s'imposeraient à tous les gilets jaunes? Et on a tranché, on a dit non. Les textes qu'on produit, c'est une contribution, et ce sont les collectifs de gilets jaunes sur le terrain qui discuteront. Et je pense qu'il n'y a pas d'autre alternative. Et dans ce mouvement des Gilets jaunes, on était tellement convaincus qu'on était forts ensemble que la question des leaders ne se posait pas. Je crois que c'est positif, c'est pas seulement un refus des leaders, c'est un enthousiasme pour l'horizontalité de ce mouvement, pour la fraternité qu'il y avait. On ne veut pas la casser, donc il n'y a pas d'autre solution que de sans arrêt s'auto-interroger sur la légitimité de ce qu'on est en train de construire et de remettre ça sur le chantier en permanence. Et on a vu, au moins pendant 2 ans, 1 an et demi, que ça ne diminuait pas la force du mouvement, bien au contraire. Magali, juste encore une intervention, il était important. Oui, mais en fait, les mecs, je ne veux pas faire la féministe de service, mais vous faites des interventions trop longues, avec beaucoup d'opinions, et c'est super, mais on a un temps restreint, et du coup, les autres, on peut pas... Les mecs en général. Donc, une seule question. C'est pas une question, moi je veux simplement. Je ne vais pas faire un bilan, je vais être très très bref. Un truc important, c'est que les hommes font l'histoire, ils ne savent pas l'histoire qu'ils font. Et le mouvement des Gilets jaunes, c'est un mouvement, un grain de sable phénoménal dans le conformisme des mouvements sociaux. C'est ça qui est très important. Et c'est extrêmement important. Je ne vais pas développer plus, mais je voulais le dire quand même. Si je pouvais juste conclure comme je le souhaitais, ce mouvement il met en crise la représentation politique par les partis, professionnels par les syndicats, écologique par les partis qui portent la cause environnementale dans la vie politique. Et il a appelé effectivement des transformations, des réflexions, une réflexivité et des innovations de ce point de vue-là. Et merci à celles et ceux qui ont contribué à son organisation par la base démocratique pour porter tout ça et ces pratiques qui nous interrogent. Merci beaucoup.